C'est l'été, et comme tous les étés, je vois apparaître des choses ici et là qui parlent de reconstitution, d'expérimentation, d'archéologie expérimentale, et il faut le dire, c'est pas toujours utilisé à bon escient. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour revenir dessus, et vous expliquer un petit peu à quoi tout ça correspond. Je commence par la reconstitution parce qu'en fait, l'archéologie expérimentale et l'expérimentation sont des domaines de la reconstitution. Du coup, la reconstitution historique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de refaire un objet ou de reproduire un savoir-faire historique. Voilà, c'est tout. Allez, on passe à la suite. Non, allez, on va quand même aller un peu plus loin. C'est une activité assez ancienne, mais en Europe, on estime que ce sont les Anglais les premiers à avoir pratiqué la chose de manière sérieuse, dans un vrai but de vulgarisation et de médiation culturelle. Le reste du continent s'y est mis ensuite, rattrapant voire dépassant les Anglais dans certains domaines. Aux États-Unis, ils ont une tradition assez ancienne de commémoration de la guerre de sécession par ce genre d'activité, ainsi que de la Seconde Guerre mondiale. En France, les périodes les plus représentées sont la Seconde Guerre mondiale, le Premier Empire et le Moyen-Âge. Mais on a depuis de nombreuses années désormais des spécialistes dans à peu près toutes les périodes qui pratiquent les choses de manière assez sérieuse. Et d'ailleurs, parlons-en de la démarche. On pourrait résumer toute l'activité de reconstitution historique par cette simple question. Quelles sont tes sources? Quelle est ta démarche? La démarche veut être la plus respectueuse possible des sources historiques, afin de fournir une hypothèse de reconstitution la plus proche possible de ce que l'on sait à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça reconstitution, oui. Oui, c'est exactement ça. Donc pour faire de la bonne reconstitution, on commence par chercher. On regarde les sources historiques, les images, les objets retrouvés en fouilles archéologiques, les descriptions de la période, les ouvrages universitaires des spécialistes qui ont travaillé sur la question, avant de proposer une hypothèse de reconstitution qui peut toucher un objet, un ensemble de costumes ou une pratique. Et parfois plusieurs hypothèses différentes peuvent coexister tant qu'une nouvelle découverte ne vient pas confirmer ou infirmer ces hypothèses. Généralement, la reconstitution s'attache à l'élément final, mais pas toujours à la façon dont il a été fait. Par exemple, vous pouvez coudre un vêtement romain avec une aiguille tout à fait moderne en acier et du tissu industriel, personne ne viendra vous faire les gros yeux. Tant que l'aspect final correspond aux sources, ou à une pièce historique si vous avez la chance d'en avoir une, alors c'est bon. Si je prends l'exemple de la chaîne, ma vidéo sur le couteau gaulois de Tavan s'inscrit tout à fait là-dedans. Si le pratiquant s'éloigne des sources, alors on va plutôt parler d'évocation. S'il s'en éloigne énormément en justifiant ça par une démarche de spectacle, eh bien on va appeler ça tout simplement du spectacle. Alors attention, les trois démarches sont viables et ont leur intérêt, mais l'important c'est d'assumer ce que l'on fait. Enfin, c'est pas toujours le cas, et ça donne lieu à beaucoup de polémiques, mais je reviendrai là-dessus un autre jour parce que c'est pas le sujet du jour et que c'est très long. La reconstitution permet un bel avantage. De par sa nature, elle a besoin de tester les choses pour pouvoir les préciser. Pour expliquer ça très simplement, un archéologue peut trouver une épée, un artisan peut la refaire, mais savoir comment la manier et la porter, c'est forcément lié à une forme d'expérimentation. Et oui, c'est alors quelle habile transition nous voici à parler d'expérimentation. L'expérimentation, c'est lorsque la reconstitution est assez précise pour occasionner des tests avec une démarche très poussée qui est à même de donner les limites de ces tests. Ouais, bon, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. En Gaulois, certaines personnes ont énormément travaillé sur la façon dont les épées ont été portées, car si l'on connaît très bien les épées en elles-mêmes, les systèmes d'attache pour le port à la ceinture ont longtemps été assez obscurs. On va donc prendre l'intégralité des sources sur une question précise, dresser des hypothèses, les tester les unes après les autres, et voir celle qui va le plus se rapprocher finalement des sources historiques, tout en étant cohérente avec l'utilisation du matériel. L'intérêt, c'est que ça peut être aussi une démarche de médiation qui permet, par la démonstration et par l'expérimentation, de montrer à un public comment fonctionne telle ou telle chose. Et c'est ce que l'on fait régulièrement sur la chaîne avec l'émission Histoire appliquée. Le but du jeu est de reproduire une expérience, un procédé, un geste, etc. L'expérimentation va globalement aller plus loin que la reconstitution simple, notamment par exemple en essayant de reproduire un objet en étant au plus près du processus utilisé à l'époque. Pour reprendre mon exemple de vêtements romains, dans le cadre d'une expérimentation, l'on peut décider de tisser et teindre le tissu à la main, puis le coudre avec une aiguille en bronze et des points de couture cohérents avec ceux retrouvés sur les vêtements romains en chantier de fouilles. Bon, c'est-à-dire très peu, mais là encore c'est pas forcément le sujet. Du coup, vous voyez un peu l'idée? Si on veut se concentrer sur l'aiguille, l'objet de l'aiguille et comment est-ce qu'on va coudre avec, alors on va utiliser des aiguilles reconstituées de l'époque pour voir comment elles réagissent. Si c'est la teinture, alors du coup on va plutôt se concentrer sur la teinture. Si c'est tout ça à la fois, tout le processus qui va créer le vêtement, alors on va reproduire chaque élément, chaque partie, pour arriver au vêtement final, voir comment tout réagit, et puis ensuite dresser des conclusions par rapport à ça. L'expérimentation sérieuse, on estime que les premiers à avoir fait ça naturellement, ce sont les chercheurs en paléologie, avec de la taille de silex, de la reproduction d'outils et de savoir-faire simple mais efficace.
La pratique se répand aujourd'hui de plus en plus et sur des échelles très larges. Je pense par exemple à l'expérimentation du château de Guédelon, où une équipe tente de reproduire les façons de construire un château fort, avec des résultats qui sont vraiment intéressants. Cela ne les empêche pas d'avoir aussi des choses plus modernes dans leur démarche, notamment pour des questions de sécurité et d'exploitation du site, mais ça reste une expérimentation sur une échelle large et fort intéressante. Notamment comme médiation auprès du public. Mais c'est là que vous vous rendez compte que les 3/4 du temps où vous avez entendu parler d'archéologie expérimentale, si ce n'est plus, c'était plutôt de l'expérimentation ou de la reconstitution historique. Du coup, on va parler un peu d'archéologie expérimentale. À ce sujet, un copain a dit un jour « Je pense qu'il faut laisser l'archéologie aux archéologues ». C'était évidemment du second degré, mais j'ai trouvé l'idée amusante, d'autant que l'archéologie aujourd'hui est forte du renfort de nombreux bénévoles passionnés. Mais appliquée à l'archéologie expérimentale, elle sous-entend une réalité très intéressante. L'archéologie expérimentale est une démarche scientifique spécialisée. Là où l'expérimentation nécessite une démarche solide, l'archéologie expérimentale va plus loin, elle a besoin d'un protocole scientifique, un protocole complexe et mesuré. L'idée de l'archéologie expérimentale, c'est de restreindre une expérimentation à un cadre très précis, avec des tests scientifiques poussés derrière, qui vont permettre de prendre des mesures, qui vont ensuite être compilées, étudiées et réétudiées, de manière à pouvoir donner des nouvelles pistes d'interprétation pour tel ou tel sujet archéologique. Bon ouais, le plus simple, c'est que je vous parle d'un sujet sur lequel j'ai moi-même travaillé. Si je fais un costume d'arbalétrier médiéval au plus près des sources historiques, ça sera de la reconstitution. Si je fais de nombreux essais notés sur diverses pièces d'armure avec mon arbalète, de manière à voir ce qui traverse ou non ces pièces d'armure, alors je vais faire de l'expérimentation. Et si sur cette expérimentation j'ajoute 2 spécialistes en médecine légale pour analyser les blessures dans la gélatine balistique, un spécialiste en balistique pour chiffrer avec précision les trajectoires et les impacts des carreaux, avec le spécialiste en matériel que je suis pour donner les limites des reproductions et leur rapport face aux pièces historiques, alors on est dans l'archéologie expérimentale. Si vous deviez retenir une phrase, dites-vous que l'expérimentation est un processus empirique, alors que l'archéologie expérimentale est un processus scientifique. Cela n'empêche pas pour autant les archéologues parfois de recourir à l'expérimentation lorsqu'ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'au niveau de l'archéologie expérimentale. Et tout cela va permettre de donner plus d'éléments à étudier et à comparer avec des choses existantes pour mieux se figurer tel ou tel procédé artisanal ou l'effet particulier d'un objet. Les champs d'application sont plutôt larges. Et là encore, il n'y a pas de honte à faire l'un ou l'autre, ce sont juste des activités différentes. Beaucoup de bons reconstituteurs font de l'expérimentation aussi, pour tenter de repousser les limites de leurs connaissances et de leur démarche, et avoir un discours plus cohérent auprès du public auquel ils s'adressent. En revanche, l'archéologie expérimentale est beaucoup plus rare et se passe le plus souvent de public, parce que c'est une démarche de recherche, avec un protocole scientifique lourd derrière, je le répète. Mais tout cela a ses limites, bien évidemment. Certains domaines peuvent être expérimentés, d'autres peuvent être reconstitués, mais certains ne peuvent être qu'évoqués. Et pour ça, je vais citer l'exemple le plus courant, celui qu'on voit le plus partout, c'est ce qui concerne les choses de la guerre. Reconstituer le costume d'un centurion romain de Jules César, c'est tout à fait faisable. Expérimenter ses techniques de combat en entraînement, faire des hypothèses par l'expérimentation sur la façon dont il portait son équipement, on peut le faire aussi. En revanche, reconstituer ou expérimenter réellement une bataille, ça reste absolument impossible. Et heureusement en fait, parce que la peur, les blessures, la mort, tout ça nous reste inaccessible et ne peuvent pas être reproduites. Et s'il existe d'excellentes expérimentations de formes de combat, je pense à l'incroyable travail fait par les gladiateurs d'Acta depuis des années, aller plus loin n'est ni envisageable ni souhaitable. Et il en va de même pour certaines choses liées à la religion ou aux mœurs parfois trop loin des nôtres et trop inconnues pour être perçues correctement. L'intérêt de toutes ces activités, c'est une meilleure compréhension de l'histoire. Malgré le travail exceptionnel et acharné de nos chercheurs, qu'ils soient historiens ou archéologues, on se rend compte assez rapidement que parfois, dans certains domaines, on va toucher des limites. Et l'expérimentation, en tout cas la démarche d'expérimentation, quand elle est menée sérieusement, elle peut permettre d'une certaine manière de repousser ces limites et d'accéder à une meilleure compréhension de l'histoire pour ces chercheurs. Avec les nouvelles générations de chercheurs, on voit de plus en plus fleurir ces procédés au sein même de la recherche, parfois main dans la main avec des spécialistes de la reconstitution et de l'expérimentation. Certains artisans se sont d'ailleurs dévoués à la recherche de méthodes anciennes et contribuent de manière notable à nos savoirs historiques. En plus de ça, ils sont les mieux placés pour transmettre ce savoir et constituent un pont complètement fantastique entre la médiation et la recherche historique. Parce que si l'archéologie expérimentale est liée spécifiquement au monde scientifique, la reconstitution comme l'expérimentation sont très souvent tournées vers le public, et s'attachent à mieux comprendre l'histoire, pour mieux en parler et comprendre ce passé qui nous entoure. Et les enjeux sont importants. Il s'agit de faire avancer la recherche, d'améliorer nos connaissances générales sur la question, et de transmettre tout ça le plus honnêtement possible, tout en étant respectueux du travail de chacun. Et moi je trouve que ce sont de très belles idées, parce qu'en partageant la connaissance, nous nous enrichissons tous mutuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair dans toutes ces notions. Quant à nous, on se retrouve très rapidement sur la chaîne, et n'oubliez pas, l'histoire est vivante.
Et j'ai réussi à terminer mon vlog, je sais. C'est la première fois, et j'en suis très fier. À bientôt. Et j'ai une tasse Intercosmos. C'est une tasse Intercosmos.